bonsoir, bonjour. On va profiter des dernières minutes d'ensoleillement pour se dire bonjour. Bienvenue à cet entretien qui, je le rappelle, est présenté dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres, qui bat son plein depuis maintenant plusieurs jours. Donc, c'est entre autres grâce au soutien de BCF Avocats d'affaires, notre partenaire de présentation pour les tables rondes et les entretiens, que celui-ci a lieu ce soir. Alors, on tient à les remercier chaleureusement. Mon nom est Mélissa Véraud. Peut-être me connaissez-vous comme autrice, traductrice également. Mais ce soir, j'enfile mon chapeau d'animatrice pour accueillir Heather O'Neill, elle-même évidemment écrivaine. Donc, bienvenue Heather dans la ville de Québec et surtout dans la magnifique Maison de la littérature. Merci, c'est vraiment joli. Merci tout le monde d'être venu. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que c'est votre première fois ici en ce lieu, ce temple de la littérature de la ville de Québec? Je pense que oui. Ah, bon, ben alors, ça vaut la peine qu'on marque ça d'un X dans le calendrier, car c'est quand même de la grande visite qu'on a ce soir. Si vous permettez, je vais quand même résumer un peu le parcours de notre invité pour qu'on soit tous au même diapason et ensuite on se lancera dans une discussion. Je précise tout de suite qu'à la fin, il y a une période de questions, donc si vous en avez, notez-les. On aura un petit 15 minutes qui sera réservé pour les questions du public. Je vous expliquerai alors en temps et lieu comment on va procéder. Alors, née à Montréal, Heather O'Neill a vécu quelques années dans le sud des États-Unis avec sa mère avant de revenir s'installer auprès de son père à Montréal, ville qu'elle n'a ensuite plus quittée. Elle est diplômée du Collège Dawson, de l'Université McGill également. Son premier roman, La Ballade de Baby, qui lui a valu l'estime des lecteurs, des lectrices et de la critique, lui a instantanément permis de se tailler une place de choix dans le milieu littéraire. Les lieux montréalais où elle a grandi et qu'elle fréquente au quotidien inspirent beaucoup Heather O'Neill pour créer ses livres, parmi lesquels on compte, entre autres, Hôtel Lonely Hearts, La vie rêvée des Grille-Pains, Mademoiselle Samedi soir, La Ballade de Baby et son plus récent, que j'ai vu qu'elle avait apporté ici avec elle ce soir, Perdre la tête, qui ont tous été traduits en français par Dominique Fortier et publiés chez Alto, maison d'édition de la ville de Québec. Le magazine Chatelaine l'a nommée comme l'une des femmes les plus influentes au Canada, ce qui n'est pas rien. Et, entre autres choses, elle a été finaliste et récipiendaire de plusieurs prix, parfois à 2 reprises plutôt qu'une. Je ne vais pas en faire la nomenclature complète, car je vous jure que la liste est assez impressionnante. Je vais quand même résumer un peu la chose. Donc, finaliste au GG, au Amazon First Novel Award, au Grand Prix du Livre de Montréal, au International Dublin Literary Award, au Scotiabank Giller Prize, récipiendaire du Canada Reads, du Hugh McLennan Prize for Fiction et du Writers' Trust Fellowship. Et je viens de vous dire que je ne les ai pas tous nommés. Donc, une feuille de route, voilà, oui, qui peut impressionner. Et je lancerai la discussion peut-être avec cette question. Un tel succès, une telle reconnaissance qui a été, somme toute, assez automatique parce que dès le premier livre, il y a eu une réception très chaleureuse. Qu'est-ce que ça change dans une vie en général, mais dans la vie d'une écrivaine aussi? Parce que j'imagine, je peux supposer que la posture dans laquelle ça nous place, entre autres pour la création du 2e, du 3e, du 4e livre, va être un peu différente. Est-ce qu'il y a une pression qui vient avec ça ou est-ce qu'il y a un soulagement? Donc, je serais curieuse de vous entendre par rapport à la notion du succès. C'est une intéressante question. Mais en fait, ça semble pour les mondes comme si c'était un overnight success. Mais comme tu es une écrivaine, ça prend des années pour écrire ce roman-là. Puis il y avait des romans ratés. Puis j'ai essayé tout n'importe quoi pour être publié. Ça. Donc pour moi, ça semble pas comme si vite que ça. Mais qu'est-ce que ça a changé? Oui, ça me donnait, après le succès de Ballade de Baby, parce que j'avais pas deviné qu'il y aura eu tellement de succès. Honnêtement, je pensais que personne n'aura le lire, peut-être 1 ou 2 personnes. Ouais, ça m'a bloqué un petit peu parce que quand tu as tellement de succès avec ton premier roman, tu penses, est-ce que le deuxième, je dois juste le copier ou quoi? Et tu as peur d'aller
t'enfiler dans les autres sujets, quoi. Donc, ouais, c'était un peu choquant. Mais après la deuxième, j'ai décidé, ben, je mets tout ça, je pense jamais à la succès ou la failure ou quoi. Donc, je mets tout ça à la porte. Je suis toujours dans mon appartement, puis j'écris. Puis en fait, quand j'écris, tout le monde disparaît quand même. Donc, particulièrement dans le pandémie, pendant que j'étais en train d'écrire celui-là, j'étais comme j'étais vraiment dans un monde victorien. Puis ce qui se passait dehors n'avait pas grand-chose à faire avec moi. Je dirais qu'en tant que lecteur et lectrice, c'est peut-être une des caractéristiques de vos livres aussi. Ça nous fait complètement décrocher du quotidien, de ce qui se passe autour. Et en tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait quand j'ai eu à me plonger dans votre univers. Vraiment, je me rappelle où j'étais quand j'ai lu La balade de Baby en premier. Et ben, je vois ce banc de parc à côté du Musée national des beaux-arts, mais tout le reste, là, je pourrais pas dire, puis je pourrais pas dire combien de temps j'ai été là. Vraiment, c'est un univers qui nous happe. Est-ce que cet univers-là, comment je dirais, vous le créez justement pour vous échapper de la réalité, ou plutôt dans l'espoir d'injecter un peu de beauté, de fantaisie dans la réalité? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, en fait, ce que je décris, en fait, c'est la Montréal de mon enfance, et beaucoup de mes livres prennent place vraiment dans le même quartier où j'ai grandi. Donc, quand j'étais jeune, ben, c'était plutôt à l'époque là, c'était un quartier très comme tough, on disait. Mais pour moi, c'était plein de magie et quoi. Donc, quand j'écris, c'est avec les métaphores d'un petit enfant, en fait. Donc, il y a un petit fantasme. Et c'est drôle parce que l'autre journée, la Ville de Montréal m'avait dit qu'on va faire un projet où on va, pendant l'été, on va bloquer la rue Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Puis, on va demander à la Cercle de vous assister, puis au SAT, puis eux autres vont assister, puis on va rendre cette rue comme avec des images projetées, puis les clowns et tout ça, ça va être la rue de Heather O'Neill plutôt que la rue qui existe. Donc, j'étais là pour une petite répétition, puis c'était tellement folle, j'ai presque eu comme un seizure. C'est vrai, j'étais comme, OK, attends, c'est un peu trop. Il est sorti. C'est trop? J'ai dit, bon, c'est un peu trop, parce qu'avec la Cercle à Montréal, c'est toujours au max. Mais ce que je me remarquais quand je voyais ce qu'ils ont créé, c'est que, mais c'est pas vraiment réalistique, mon Montréal. C'est un Montréal que j'ai créé et le monde respecte. Mais ça lui parle beaucoup parce que c'est aussi Montréal, c'est un endroit où tellement d'art prendra place, puis il y a des artisans qui travaillent, puis il y avait une telle histoire que tu le sens quand tu promènes dans la rue, puis c'est ça que je le mets dans mon Montréal. Donc, c'est l'énergie de Montréal que vous transposez un peu avec vos mots, finalement. Oui, puis c'est toute l'histoire, parce qu'il y a toujours une histoire comme fabuleuse quand même à Montréal. Oui, absolument. Puis qu'il y a beaucoup de strates, il y a beaucoup de couches d'époques différentes. Donc là, c'est l'époque victorienne avec le petit dernier, Perdre la tête. En fait, c'est drôle, je trouve, parce que moi, j'ai pas l'impression, en vous lisant, tant que vous décrivez un monde invraisemblable, c'est plutôt que vous plaquez sur un monde tout à fait réaliste, une vision qui est transposée par des métaphores qui, elles, oui, sont tout à fait fantaisistes. Mais comme vous l'avez mentionné, c'est parce que c'est un peu le regard d'un enfant, finalement. Exactement, un enfant éternel, oui. qui regarde ce qui se passe autour de lui ou d'elle et qui essaie de le comprendre avec ses mots, avec ses images. Donc, l'enfant est très présent dans vos livres, peu importe lequel. Le personnage central, souvent, est un enfant ou est en fin d'adolescence, début de l'âge adulte.
et traîne donc avec lui cette enfance-là. Ça vient d'où cette propension à revenir constamment avec des personnages enfantins? Et qu'est-ce que ça permet d'avoir un enfant comme personnage central dans l'écriture? Est-ce que ça vous autorise davantage de choses, vous avez l'impression? Ça dépend. Premièrement, je trouve que je dis toujours que moi puis l'écrivaine, Heather O'Neill, on est deux différentes personnes. Et chaque fois que j'écris, c'est comme il y a un petit écrivain en moi qui est en train d'utiliser ma corps à écrire ces romans-là. Puis en fait, donc l'écrivaine Heather O'Neill est seulement 9 ou 10 ans. Et je trouve que c'était parce que quand j'étais cet âge-là, je me sentais que j'avais aucun pouvoir dans le monde, puis j'étais dans une maison où je subis beaucoup d'abus, puis physiquement, j'étais toujours battue, des affaires comme ça, puis je m'échappais toujours. Et je me sentais aucun pouvoir. Donc, j'avais cet goût, même quand j'étais jeune, quand je serai grande, je serai un écrivain, puis il y aura du monde qui m'entend. Puis quand je parle de souffrance, puis le monde va dire « Oh, c'est tragique, ma belle! » Donc, c'est un peu ça, mais aussi, c'est vrai, avec la voix d'enfant, on peut s'enfiler dans des sujets très durs avec de l'humanité, parce que les enfants ont comme des très grands cœurs, et en fait, ils sont un peu comme des artistes où ils voient comme ce qui est beau, même dans les situations les plus pénibles. Donc, je voulais toujours garder ça. Donc, mais j'essaie toujours d'aller plus vieille, puis de ça. Mais il y a toujours un petit enfant qui est en train de... Mais je pense pas qu'il faut essayer de la juguler. On préférerait qu'elle reste parce que, franchement, elle écrit des choses très intéressantes. Donc, je comprends que le désir d'écriture est là depuis très longtemps, depuis l'enfance. À quand remonteraient les premiers moments d'écriture où vous vous êtes attablé en vous disant « j'ai un projet » ou peut-être que ça n'a pas commencé comme ça du tout non plus. C'était peut-être un petit peu plus diffus, plus flou. Mais ça a été quoi le moment où ça s'est concrétisé finalement? Est-ce que c'était un journal que vous teniez quand vous étiez enfant, des notes éparses que vous accumuliez ou ça s'est passé autrement? J'ai toujours aimé, j'ai toujours adoré les livres et de me plonger dans l'univers littéraire, puis j'étais toujours à la bibliothèque des enfants. Mais la première fois que j'ai dit, je dois être un écrivain, pour vrai, j'étais en 5e année, puis j'ai écrit une histoire, c'était au sujet d'un homme, comment on dit ça, un cricket? Tu sais, cricket, le petit Oui, j'ai dit que je préfère la traduction simultanée, mais ça se passe... Oui, merci. Sauterelle. C'est un sauterelle. C'était un... OK. Puis un cockroach, c'est quoi? Une coquerelle. OK. C'est un coquerelle qui voulait être un sauterelle. Donc, j'ai écrit ça, puis mon professeur... C'est intéressant pour moi parce que, en fait, c'est le même thème que j'utilise maintenant. C'est la même sorte d'histoire que j'écrirai aujourd'hui. Mais j'avais un prof qui disait « Ah, c'est merveilleux, c'est une histoire qui est super, super bonne. » Puis elle a soumis à... Il y avait un journal où il publiait les petits contes des enfants dans les écoles primaires à Montréal. Donc, ils ont accepté l'histoire. Donc, le fait d'être publié dans cette revue-là, c'est allé tout de suite à ma tête. Je dis, ça, c'est la vie pour moi. Donc, le succès dès le départ, finalement. Mais vous avez vous avez utilisé le mot conte, mais je pense qu'effectivement, ça décrit encore très bien l'écriture à laquelle vous vous livrez aujourd'hui. Vous empruntez quand même beaucoup au code du conte. C'est particulièrement tangible dans La vie rêvée des Grippins, donc qui sont des nouvelles de courts textes où vous revoyez plusieurs mythes, plusieurs histoires fondatrices de notre société, mais vous les mettez à votre main, à votre sauce. Je pense entre autres
à cette histoire selon laquelle les bébés ne sont pas mis au monde par leur mère, mais sont apportés par la marée. Il s'agit d'aller les cueillir à la fin, au début de la journée, si je me rappelle bien. Ouais. Et s'il en reste plus qu'on arrive, ben tant pis pour nous, il faut revenir le lendemain. Ouais, tu vas à la plage, puis quand le lot sort, tu vois des petits fesses dans la sable, puis il faut attraper un. Bon, c'est clairement moins souffrant qu'un accouchement. Mais là, c'est un peu naïf comme question, mais je ne peux pas m'empêcher de la poser. Ça vous vient d'où, tout ça? Et donc, je sais que souvent, il n'y a pas d'explication à l'inspiration. Elle est instantanée, puis on ne peut pas toujours en dérouler le fil et le processus. Mais vous allez, j'ai l'impression, piger dans une espèce de sac qui semble infini, donc d'images, de couleurs, de sensations que vous réussissez à transposer dans vos textes. Est-ce que souvent vous êtes capable de retrouver la source des images que vous créez? Ah, des fois, parce que des fois, j'ai toujours des idées pour des histoires, puis je les mets sur des petites notes de post, puis je les mets sur mon mur. Ce que je déteste, c'est quand mes amis arrivent, puis ils regardent mes idées, puis ça c'est vraiment stupide, Heather. Je le sais, mais laisse-moi tranquille. C'est que mon copain est venu, puis il a vu un post-it note qui disait, pour un sujet d'essai, est-ce que les affaires, adultery, oui, pour les femmes, c'est féministe. Puis il était comme, qu'est-ce que c'est ça, ce sujet-là? Ah, ça ne l'intéressait pas, lui, de savoir si l'adultère était féministe? Bon. Non, mais c'est juste des idées qui me viennent à ma tête, puis des fois, sont vraiment... sont complètes. Mais des fois, j'ai une idée qui semble complètement folle un jour, mais dans plusieurs années, ça évolue dans ma tête. Puis, ça finit par faire du sens. Oui, c'est ça, parce que j'ai des idées qui sont dans ma tête pendant des années puis des années. C'était même qu'avec Hotel Lonely Hearts, la première essai que j'ai faite, je voulais écrire un roman qui était au sujet de gangster, parce que quand j'étais jeune, mon père était un gangster à Montréal, puis il m'avait raconté tous les histoires de train de voler des banques, des affaires comme ça, puis mais il m'avait les raconté comme s'ils étaient des contes des faits. Donc, j'avais goût d'écrire un roman qui avait cet esprit-là. Donc, quand j'étais 20 ans, j'avais écrit le roman, puis il y avait comme 20 morts. Tout le monde était en train de tuer l'un et l'autre. C'était comme tellement violent. Et quand j'étais finie, c'était 5 pages. Mais et je l'ai trouvé, ce petit roman, quand mon père est mort, je suis enfuie dans son sous-sol, puis j'ai trouvé le petit Hotel Lonely Hearts qui était tellement débile. Mais je dis, mais maintenant, je sais comment écrire cette histoire-là. Donc, je vais écrire tout un roman là-dessus. Donc, c'était une idée que j'avais depuis 20 ans, celui-là. Puis toutes ces idées qui vous viennent en tête, vous avez tendance, vous dites, à les noter sur des petits post-it. Ouais. Est-ce que vous traînez aussi un cahier de notes? Êtes-vous ce type d'écrivaine qui a toujours son crayon avec elle pour noter une idée qui pourrait venir? Oui, toujours. Puis j'ai toujours dans la poche et des fois, j'arrête, je suis en train de promener avec quelqu'un, puis je dis, oh, arrête, j'ai une idée. Puis ils disent, oh, c'était snob, c'est pas une bonne idée, arrête de faire ça. Je dis, non, c'est très important, mes idées. Il faut l'écrire. Tout. Donc, oui, je pense qu'il n'y a effectivement pas d'idées saugrenues ou pas importantes. Puis souvent, sur le coup, on n'est pas en mesure de trancher. C'est plus tard qu'on le saura. Vous avez fait référence au tout début, après ma première question, au fait qu'il y en a eu des romans inachevés, des textes qui ont été refusés ou donc qui n'ont pas connu le succès, qui n'ont peut-être même pas vu le jour pour le public, qui sont restés dans vos tiroirs. Est-ce qu'il y en a un que, mis à part le Hotel Lonely Hearts, que vous avez retrouvé, ce petit feuillet qui est devenu le roman qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un que vous dites, éventuellement, je pourrais ressortir celui-là parce qu'il a peut-être mûri? Je pense que pas. Honnêtement, il y en a plusieurs qui sont dans le tiroir, c'est bon dans le tiroir. C'est un endroit confortable. Oui, c'est ça. Honnêtement, maintenant,
j'étais à une époque que j'avais de la chance parce que l'Internet n'existait pas, donc le monde ne peut pas chercher ses échecs. Donc, mais est-ce que peut-être vous allez léguer ça aux archives, donc on pourra y avoir accès beaucoup plus tard dans votre carrière? Peut-être. Quand j'en ai plus des idées. Ouais, ben, j'ai pas l'impression que ça pourrait vous arriver. Vous semblez assez inspiré, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs. J'aurais peut-être envie de vous amener un peu sur le territoire du lien entre votre public francophone et vous, parce que ça n'a pas été si simple d'atteindre le public francophone québécois. Parce que d'abord, vous avez été traduite en français en France. Donc, le public français a reconnu tout de suite un intérêt dans vos livres, mais ici, ça a été un petit peu plus ardu. Et on a eu la chance, finalement, que la maison d'édition Alto décide d'aller rapatrier littéralement les textes, de les publier en bloc. Au départ, si je ne me trompe pas, les 3 premiers ont été publiés tout d'un coup, de confier donc ce mandat-là à Dominique Fortier et de carrément refaire la traduction, parce qu'au départ, la ballade de Baby, le titre était le même en français de France, mais Baby n'était pas une enfant, mais elle était une môme, hein, n'est-ce pas? Et elle s'exprimait en argot parisien, il y avait beaucoup de putain dans les dialogues, et on se rappelle que ça se passe à Montréal, tout ça, hein? Donc, pour la vraisemblance, on passera, mais j'ai lu quelque part que vous n'aviez pas été particulièrement impliqué dans la traduction française de France, et que ça, après coup, vous vous êtes rendu compte de cette absurdité-là, finalement, mais que, bon, c'était fait. Est-ce que ça a été une sorte de soulagement pour vous que Baby et tous les autres personnages rentrent à la maison et trouvent le public d'ici, finalement? Oui, parce qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est quand j'ai commencé à être publiée, je n'avais pas comme le pouvoir de me s'impliquer, en fait. Donc, ils l'ont vendu aux France, puis eux autres n'ont pas laissé Québec avoir leur propre édition. Donc, tous mes amis francophones, ils n'arrêtent pas de me choquer sur cette traduction-là. C'est tellement horrible. Je dis, là, je sais. J'ai un ami qui a dit, mais il fallait que je cherchais dans le dictionnaire pour des termes. Je savais même pas ce qu'ils disaient. Donc, ça a pris du temps. Donc, pour la deuxième roman, puis j'ai demandé à la maison d'édition en France, est-ce que je peux avoir une traductrice québécoise? Puis ils ont dit non, parce que en fait, personne en France va le comprendre. J'ai dit, mais c'est ridicule. Donc, j'ai changé, en fait, la maison d'édition, et donc, ils ont eu comme Dominique l'a fait. Puis, ils ont fait un petit peu de changement en France, mais pas grand-chose. Donc, et eux autres, j'ai trouvé une maison d'édition en France qui sera à l'aise avec une traductrice québécoise. Puis, en fait, c'était Dominique Fortier qui était... puis, cette fois-là, je vais le faire... I'll get it right this time. Donc, j'ai fait des entrevues, puis en fait, Dominique Fortier m'a appelée, puis elle a dit, mais viens me visiter, avoir un petit verre de thé. Et j'étais très, très grand fan de Dominique Fortier, déjà. Donc, j'étais quand même juste contente de le rencontrer, puis j'étais allée chez elle, puis elle a parlé de la monde de mes livres et dans la façon que j'écris, et le lyricisme, les métaphores et tout ça. Donc, j'ai décidé, tu peux le faire. Donc, elle a fait, je ne sais pas c'était quel en premier, c'était La vie rêvée de Grille-Pain, je pense, ou, je ne sais pas, Hotel Lonely Hearts. En tout cas, elle a fait un, puis elle a trouvé une voix, c'était tellement génial. Et ce qui me surprenait aussi, c'est parce que quand je lis la traduction, ça ne sent pas comme Dominique Fortier. C'est une autre voix qu'elle a inventée, collaboratif. Puis c'est fun, l'autre journée, elle a dit, mais est-ce que je peux traduire tous ces livres pour la reste de ta vie? Et je dis, oui, on est le même âge, donc on mourra ensemble. Je vous imagine bien sur le perron, de petites vieilles qui se bercent. Mais donc, il est vraiment né de ça une belle collaboration, de ce que je comprends, et une implication supplémentaire aussi dans le processus par rapport à ce qui se passait en France, et vous étiez tout à fait détaché de ça. C'est intéressant parce que vous avez dit
J'aimais déjà beaucoup Dominique Fortier, j'étais une grande fan. J'ai cru comprendre que vous êtes quand même très au fait de ce qui se passe du côté francophone. Vous lisez beaucoup en français. D'ailleurs, toute jeune, si je ne me trompe pas, vous avez fait une partie de vos études en français, niveau primaire, peut-être secondaire aussi. Donc, vous avez lu énormément, puis vous avez découvert la littérature québécoise francophone comme... je peux parler seulement pour moi-même, évidemment, mais de mon côté, je vous avoue que des livres de littérature québécoise anglophone, on m'en a pas fait lire durant mon parcours scolaire. On nous disait pas même que ça existait. On nous disait que le Québec est une province francophone. Tout le monde s'exprime en français, mais on s'en rend compte évidemment en vieillissant que non, il y a une réalité anglophone et malheureusement, les deux se parlent très peu. Vous êtes très bien placé pour faire la connexion puisque vous êtes francophile, vous vous exprimez en français, vous lisez en français, mais malgré ça, malgré cette implication que vous avez par rapport à la littérature québécoise, vous peinez à vous décrire comme une écrivaine québécoise. C'est du moins ce que j'ai lu. Je crois que c'était dans un entretien avec Radio-Canada. Peut-être que ça a évolué avec le temps et ce serait tant mieux. Mais donc, cette difficulté à revendiquer l'appellation écrivaine québécoise. Par contre, vous revendiquez, semble-t-il, celle d'écrivaine montréalaise, puisque vous habitez le territoire de Montréal, c'est votre ville, vous parlez d'elle en plus dans tous vos livres. Mais écrivaine québécoise, c'est plus difficile d'utiliser cette appellation-là. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je dirais non, ça a vraiment changé dans les dernières années parce que ça, je pense que l'entrevue prenait place quand la première livre était en train d'être traduite par Dominique. Puis oui, vraiment, je me sentais plutôt comme Canadienne parce qu'en fait, je n'étais pas reconnue par les francophones en Québec, mais là, j'ai eu les dernières années étaient des très belles années, puis là, je me semble plutôt comme une autrice québécoise. C'est fun même parce que j'étais invitée sur une nouvelle émission sur Radio-Canada qui s'appelle « Il restera toujours la culture » qui a remplacé Plus on lit. Puis ça, c'était fun. Ils m'ont invité, puis ils disaient, mais on va avoir une petite partie de l'émission qui s'appelle « Sous le radar de Heather ». Donc, ça m'a vraiment ouvert le cœur aussi. Ça me fait très bien d'être acceptée par la communauté francophone, puis tout ça, c'est vraiment... mais c'est tellement riche à Montréal. C'est plus... la vie artistique à Montréal en francophone, c'est comme je trouve, un des villes qui produisent des événements puis des affaires artistiques comme un des plus belles au monde. Mais le côté anglophone, c'est pas très intéressant. Ben, dis-le pas que je dis ça, mais... Ça va rester entre nous, là. C'est enregistré, faites attention. C'est pas grave. Mais est-ce que vous diriez que cette double appartenance, donc au milieu anglophone et de plus en plus à celui francophone, mais la connaissance du français, tout ça, vous l'avez depuis longtemps, ça vous permet d'aborder l'écriture, encore une fois, différemment, d'avoir un regard sur les mots, sur le maniement de la langue qui enrichit finalement par ces deux cultures qui cohabitent? Oui, puis oui, vraiment, et aussi... ce que je fasse maintenant des traductions. Je commence aussi à écrire des essais en français, comme pas traduits. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant pour moi. Puis aussi, je fais sur la radio, j'ai fait des traductions des textes anglophones en français, puis je le lis. C'était quoi la question? J'ai oublié. Oh, mais on s'en va à cette place-là où vous voulez aller. Donc, ça me convient très bien. En fait, je commence de plus en plus de travailler en français, puis c'est fascinant pour moi la façon que ce que j'écris en français et les mots et les phrases, c'est quand tu écris dans un autre langage, ça t'a permis à achever des autres affaires. C'est intéressant parce que je peux pas vraiment l'exprimer, mais c'est... Mais les possibilités des langues ne sont pas les mêmes. Les possibilités, c'est complètement différent. La petite route où la langue t'amène, c'est complètement différent. Et les choses que tu dis sont des idées différentes. Donc, je trouve ça fascinant.
Tantôt, quand vous parliez des traductions de Dominique Fortier, vous disiez que vous n'aviez pas l'impression de lire du Dominique Fortier, que c'était une autre voix qu'elle avait créée. En fait, c'est votre voix en français. Mais est-ce que vous reconnaissiez? Est-ce que vous vous dites, ah oui, c'est moi qui ai écrit ça? Parce que justement, la langue qu'on emploie modifie un peu l'ordre des mots, donc les idées ne sont pas présentées de la même manière. Est-ce que vous vous êtes redécouverte vous-même en vous lisant en français? Oui, je trouve ça drôle, parce que c'était une façon aussi que d'avoir de l'objectivité sur votre propre voix. Parce que quand je lis en anglais, je ne peux pas entendre vraiment ma voix. Parce que c'est juste normal, c'est la façon dont je pense. Mais quand je lis en français, je sens comme ça peut entendre pour des autres gens quand il est ma voix. Et est-ce que ça influence l'écriture, après ça, de se lire dans une autre langue, de comprendre un peu mieux le fonctionnement de ses idées, de sa pensée, de dire, ah, mais ça, j'aime bien ça, je vais essayer de le reproduire, ou est-ce que ça a des impacts sur les projets en développement? Je ne sais pas vraiment. Une chose que je pense que c'est difficile pour Dominique aussi, c'est qu'en anglais, on peut avoir des tout petites phrases que j'ai fait l'effet de layering et de la répétition, mais c'est impossible de les reproduire en français. Donc, elle a besoin on ne peut pas mettre ça dans les livres. Oui. Oui, ça, c'est un des deuils qu'on doit faire quand on traduit. Ouais. Mais donc, vous disiez que vous-même, vous avez commencé à traduire des petits textes, à écrire directement en français. Est-ce que vous avez des projets concrets qui visent une publication, donc qui sont en cours, des projets écrits d'emblée en français? Je ne sais pas. En fait, j'écris juste des essais. J'ai un pour un livre sur l'écriture québécoise, puis ils m'ont demandé d'écrire un essai sur Mavis Galante, mais en français. Mais je sais pas, en fait, je sais même pas si je suis un bon écrivain en français, donc donc c'est peut-être que je suis horrible en français, hein, on ne sait jamais. On verra. Je suis convaincue qu'on sera en jugé bientôt. Je vous amènerai encore une fois peut-être sur un autre sujet. Je remonte en fait dans le temps, dans votre parcours. Je l'ai dit, vous avez obtenu un diplôme de l'Université McGill. C'est là-bas que vous avez fait vos classes, donc en littérature. Et est arrivée une chose à la toute fin de votre parcours. Vous êtes tombée enceinte. Vous avez eu une enfant, donc assez jeune, à 20 ans. Et ça a marqué évidemment votre parcours, non seulement comme écrivaine, mais aussi comme humaine. Et j'ai lu encore une fois quelque part que vous disiez que votre relation avec votre fille a eu une incidence sur l'écriture parce que vous étiez appelé à voir le monde à travers ses yeux, mais aussi à lui décrire le monde pour qu'elle le comprenne et que ça a apporté un certain lyrisme, entre autres, dans votre écriture. Et là, aujourd'hui, votre fille, elle a grandi. Je l'ai croisée tout à l'heure, jeune femme qui elle-même est devenue artiste. Donc, j'imagine qu'elle continue d'avoir une influence dans votre écriture, mais complètement différemment. Mais ce rapport-là à la maternité, au fait d'avoir une enfant que vous avez élevée seule en tant que mère célibataire, qu'est-ce que c'est venu apporter à votre œuvre ou qu'est-ce que c'est venu empêcher aussi? Parce qu'on peut s'imaginer qu'il y a des moments où ça a représenté des obstacles pour l'écriture. Ouais, c'était horrible d'avoir un enfant à cet âge-là que j'ai réalisé le moment où elle était née. Ça, c'est pas une bonne idée. Mais OK, on a 18 ans pour passer. C'est difficile à dire, mais j'étais quand même encore vraiment immersée dans la vie d'enfant quand j'écrivais. Puis j'ai dit toujours que mon style était un peu comme un mélange entre Dr. Seuss et Jean Genet parce que j'étais en train d'écrire, de lire et d'étudier, comme je suis très intéressante par des écrivaines comme Marguerite Duras ou Jean Genet, comme je disais, qui cherchent dans des enfances difficiles quelque chose de joie et de grande beauté. Et aussi, j'étais en train de lire avec elle tous les petits contes de fées, tout ça. Donc, c'était un peu... Ils ont mélangé un petit peu ces mondes-là. Donc, même avec elle, parce que là, j'étais mère célibataire, donc je disais toujours à elle, mais
les choses que tu veux faire sont tellement paresseuses pour moi. Il faut qu'on choisisse une chose pour toi puis une chose pour moi. Donc, on est allé comme un jour, on est allé voir comme un show comme Finding Nemo, puis l'autre jour, on est allé voir Happy Days par Samuel Beckett. Donc, même quand on était jeune, était assis à côté de moi, puis il disait, mais juste une question. Je dis, chut, juste une question. C'est quoi? Pourquoi les grands-pères, les grands-parents sont dans des poubelles? C'est une métaphore. OK. Donc, elle a appris le langage de la littérature et des arts assez rapidement. Oui. Elle devrait, sinon c'était trop difficile pour moi. Parce que quand tu lis beaucoup, tu es toujours en train de penser des affaires, puis des enfants, ils veulent juste faire des affaires comme, ben, tu sais, répétitives. Ouais. Oui, on répète souvent, effectivement, en tant que mère. Il y a beaucoup de gens, c'est assez répandu, là, cette métaphore qui compare maternité et création, comme de quoi mettre au monde une œuvre, c'est comme un accouchement, puis tout ça. Donc, je ne sais pas à quel point on endosse ce genre de comparaison-là quand, justement, on a vécu les deux en simultané. Donc, de mettre au monde une enfant, de devoir l'élever et ensuite d'entrer dans le monde littéraire, dans le milieu de l'édition, c'est pas nécessairement... les rapprochements sont peut-être moins aisés à ce moment-là, dans le sens que, non, accoucher, je viens de le vivre, puis c'est pas comme écrire un livre. Non, pas du tout. Aussi, je trouve que mes livres sont plutôt comme mes enfants. Ils m'appartiennent, puis sont vraiment à moi. C'est une partie de moi. Pour ma fille, c'est une autre personne qui vient au monde, puis ben, elle a le droit d'être sa propre personne, puis il y a des limites que je peux faire sur elle, sur ses pensées, quoi. Donc, mais c'est drôle de dire, mais ça me semble que mes livres sont plutôt mes enfants que mon enfant. Mais je comprends parce qu'effectivement, le rapport de possession n'est pas le même. C'est ça. Et nos enfants, si on les veut heureux, il faut les laisser aller à un certain moment. Est-ce que c'est dur pour vous, à la fin d'un projet d'écriture, de laisser aller le projet, de dire, ben là, celui-là, j'ai mis le point final. Oui, il m'appartient, mais je dois le laisser vivre sa vie parmi le public, puis l'abandonner en quelque sorte? Non, en fait, c'était une grande célébration parce que, en fait, les romans, c'est tellement difficile d'écrire un roman, et chaque fois que j'écris un roman, j'ai dans ma tête que j'arriverai jamais à la fin. Donc, quand j'arrive à la fin, c'est comme je suis tellement heureuse, c'est comme un miracle. Et en plus, généralement, ça dépend des romans, mais des fois, je suis tellement tannée des personnages. C'est comme Mademoiselle Samedi Soir, quand je l'ai fini, j'étais comme tellement tannée de passer mes journées avec Nouchka puis Nicolas Tremblay, qui étaient toujours en train de faire. C'est leur personnalité. Ils savent ce qu'ils font, c'est idiot, mais ils le font quand même. Donc, quand tu existes avec ces personnes-là, c'est tellement frustrant. Donc, quand j'étais finie avec eux, c'était comme « bye ». Mais des autres que je suis un peu plus... Quand j'ai fini Ballade de Baby, j'étais en fait un peu triste parce que le personnage de Baby était tellement comme... Elle avait cette regard sur le monde qui était tellement belle et elle avait tellement un grand cœur. Donc, c'était un peu comme un petit peu de duel parce que je le manquais. Donc, si je comprends bien, vos personnages sont loin de toujours représenter ce que vous pensez, de véhiculer vos valeurs, votre vision des choses, finalement, parce que si vous arrivez au bout d'un projet en étant tanné de passer vos journées avec les personnages, c'est parce qu'ils ne sont pas vos représentants et vous ne défendez pas une thèse par leur bouche, finalement. Ben, je disais qu'ils sont tous une partie de moi, mais une partie exagérée où tu vois, comme le personnage de Sadie, c'est en fait... Elle est c'est le parti perverse et méchante qui existe en moi. Donc, on le voit dans une incarnation, dans un personnage. Donc, c'est en fait des personnages, tu es en train de regarder un miroir sur toi-même et parfois sur tes plus mauvaises traites.
Oui, effectivement, mais c'est honnête de ne pas se présenter toujours sous son meilleur jour. Ce serait un petit peu... ça manquerait d'authenticité que de faire croire qu'on n'a que des qualités, n'est-ce pas? Ouais. Parlant d'autobiographique, il me semble que vous avez dit à un moment donné que vous vous êtes rendu compte, entre autres, lorsque vous étiez sur scène, parce que ça vous est arrivé de participer à des activités littéraires de spoken word, où vous preniez la parole devant le public. Vous avez réalisé donc que le public était friand de tout ce qui était autobiographique. Que dès que vous parliez de vous davantage, là, soudainement, l'intérêt du public se réveillait et que ça vous a encouragé à vous livrer davantage, à parler de qui vous êtes et que ça l'a un peu orienté certains des thèmes qui sont présents. De quel thème, par exemple, en particulier? Que avenue de parler en public, tu veux dire? En fait, parce que ce que j'avais cru comprendre, c'est que ça vous a encouragé à développer certains thèmes qui étaient plus proches de votre personne. Ouais. Donc, à explorer davantage cette voie-là plutôt que dans le purement fictif et détaché de vous. Oui, en fait, avant que je faisais ça, j'avais toujours honte de mon passé. Mais quand j'étais sur la scène pour et raconter des histoires, j'ai noté que la public avait vraiment un cœur ouvert à ce que je disais, puis ça tirait leur attention, puis je me soudainement compris qu'il y avait quelque chose dans mon parcours et la façon dont je parlais que touchait des gens. Donc, c'est en fait mes lectrices puis les audiences qui m'ont donné la permission de parler honnêtement de mon passé et des sujets comme ça. Et même que ce que je trouvais bizarre aussi, que des fois que quand je racontais des histoires qui étaient au sujet que je trouvais très sombre, tout le monde riait. Donc, je disais, c'est intéressant qu'il y a quelque chose dans ces contes de mon enfance que tu m'as... C'est pas que c'est nécessairement drôle, mais ça réagit d'une façon que ça fait rire du monde. Et c'est ça que j'ai... Donc, j'ai commencé d'avoir un style où il y avait beaucoup d'humeur puis de luminosité dans la vie sombre. Est-ce que ça vous arrive encore de tester comme ça du matériel sur scène, donc devant public, puis d'aller récolter ce feedback-là, puis de le ramener ensuite à la table d'écriture, ou vous avez maintenant une pratique qui est vraiment plus à votre bureau, dans votre appartement? Oui, c'est ça, dans le bureau, dans l'appartement. Avant, c'était parce que je ne pouvais pas être publiée, donc je devrais aller dans des bars puis faire du spoken word et quoi. C'est ça qu'on faisait à l'époque. Maintenant, les jeunes ont comme les réseaux sociaux pour mettre leurs affaires au monde. Je ne sais pas à Montréal comment ça se passe, mais à Québec, la scène du spoken word est très effervescente depuis quelques années. C'est une pratique que les jeunes, entre autres, se sont beaucoup appropriés, et pas juste parce qu'ils n'arrivent pas à être publiés, mais parce qu'ils aiment le faire. Mais oui, des fois, c'est quand même un bon palliatif. Oui, c'est intéressant. Moi, c'est à Montréal aussi, autour du monde, le spoken word, ça commence de se réclamer comme une forme artistique. Parce que même quand je le faisais, il y avait une association que c'était un art très bas. Je sais pas pourquoi, mais à l'époque, c'est comme l'académie avait plus d'influence, puis les gens qui étaient plus vieux écrivains ou quoi, avaient plus d'influence sur les jeunes. Donc, ils disaient, mais c'est débile, c'est stupide ce que vous faites. C'est pas vraiment la poésie, c'est pas vraiment la littérature et tout ça. Mais aujourd'hui, les jeunes ont plus de pouvoir dans les arts et de retrouver leur propre audience, c'est quoi. Et tout le monde est en train de trouver que, ben voyons, c'est tellement des affaires intéressantes dans le spoken word. Et en fait, la poésie sur la page est vraiment, c'est presque morte, parce que personne achète des livres, sauf des autres poètes, on dit. Mais le spoken word, donc, c'est une façon de
introduire le monde à la poésie. Oui, absolument. Est-ce que vous allez chercher une rétroaction en cours d'écriture maintenant autrement? Êtes-vous le type d'écrivaine qui fait lire ces choses à des lecteurs choisis parmi vos amis? Ou, donc, pendant que vous écrivez pour avoir du feedback sur ce que vous êtes en train de faire, ou vous êtes plus du type à écrire l'histoire au complet et ensuite à la déposer à l'éditeur et à dire, ben voici, est-ce que vous avez cette espèce d'aller-retour qui se fait avec des lecteurs pendant que vous écrivez? Non. En fait, j'écris mes romans, parce que la façon dont j'écris, c'est tellement messy, quand j'ai plein de cahiers, puis j'écris tout le roman à la même temps. J'ai les autres chapitres, puis j'écris tout à la même temps, donc c'est impossible de le montrer aux gens jusqu'au temps que j'ai un draft. Donc, je donne à mon éditeur, mes éditrices, parce que j'ai de confiance en eux. Avec mon premier roman, je devrais le donner juste à mes amis, ça. Puis leur feedback était ridicule. Ils ne savaient pas quoi me dire. Donc, une chose que j'aimais après que j'étais publiée avec un livre, c'est le fait que j'avais des éditrices qui savaient que ce qu'ils faisaient, c'était magnifique. Hein? Oui, effectivement, c'est une relation qui nous apporte. C'était vraiment une collaboration. Oui. On ne considère pas le fait que les éditrices ont tellement d'influence sur un roman. Oui, absolument. C'est vrai que quand on est du côté du lecteur qui a le livre fini entre les mains, on a l'impression que c'est sorti pratiquement comme ça de la tête de la personne, mais loin de là. Et si tu changes une éditrice, tu auras un roman pas mal différent. Oui, est-ce que ça vous est arrivé en cours de route de changer souvent d'éditeur, d'éditrice, donc depuis la publication du premier jusqu'à aujourd'hui, et de voir que ça a influencé finalement les projets? Oui, en fait, avant que j'ai trouvé les éditrices que j'aime beaucoup travailler avec, c'était un peu partout. Il y avait des uns qui... À un moment, j'avais sur Hotel Onliard, j'avais 3 éditrices pour la dernière version, un qui était en États-Unis, un au Canada et l'autre en Grande-Bretagne. Donc, ils se parlaient ensemble. Puis un jour, les 3 sont parlé ensemble pour me donner une note parce qu'ils pensaient que j'aimerais pas la note. Donc, on est tous d'accord avec ce note. Il y a 3 éditrices et ça, c'est la note qu'on te donne. C'est qu'il y avait quelques scènes de sexualité. Ils disent que c'est pas bon, mais ça va tellement distraire le lectrice que ça va détruire le cours de le livre. Tu peux pas. Donc elles ont fait front commun contre la scène. Donc je dis, c'est vous 3, OK. Je l'enlèverai tout ça. Mais sinon, comment vous décrivez votre rapport au milieu de l'édition? Je suis curieuse, en fait, parce que je peux m'imaginer que dans le monde anglophone, ça se passe quand même différemment. Je donnerais l'exemple, tu sais, au Québec, on n'a pas... très rarement, on va passer par des agents littéraires. C'est une figure qui existe très peu dans le monde littéraire québécois francophone. L'écrivain se représente seul. Donc, c'est un processus qui va se passer vraiment, vraiment différemment. Vous, ça s'est passé comment, entre autres pour la première fois? Donc, cette première tentative d'être publiée, vous avez lancé une bouteille à la mer, puis une réponse positive a fini par venir, ou vous avez été mis en contact avec quelqu'un? Oh, c'était une longue histoire. En fait, non, parce que, en fait, avec les livres écrits en anglais, si t'as pas un agent, les éditions de publication vont pas lire ton roman, c'est clair. Donc, il faut trouver un agent. Donc, je cherchais partout au Canada, puis personne n'a répondu à mes courriels. J'ai envoyé le roman, personne ne voulait le lire, ou s'ils l'ont lu, puis ils ont dit non, on n'est pas du tout intéressé. Un fois, un a dit, voyons, mets-le dans la poubelle et recommence un autre. Mais j'avais quelque chose en moi qui croyait dans ce livre-là, donc je ne voulais pas le mettre dans la poubelle. Donc, j'avais un ami, c'est une longue histoire, qui était un éditeur à une revue à Toronto qui s'appelait Saturday Night. Puis j'avais écrit quelques essais pour cette revue-là.
Donc, lui, il a eu un nouveau emploi à la New York Times. Donc, mais on est resté en contact. Puis on parlait au téléphone, il a dit, mais à côté de moi, il y a une femme, puis son mari est un agent. Et je dis, mais voyons, Arizona, on pack les bags, puis on a mis nos affaires dans une valise, puis on est allé sur le Greyhound bus à New York City. Puis on l'a déposé. Le New York Times, le bureau de New York Times, c'est juste à travers la rue de la Greyhound Bus Station. Donc, on est allé là, puis j'ai donné à mon ami. Puis j'ai dit, passe-le à la madame, puis dis-la de le donner à son mari. Peut-être quelque chose va arriver. Donc, après ça, moi puis ma fille, on a traîné partout en New York pendant une semaine, puis on est allé voir des amis. Puis donc j'étais à Washington Square Park et j'ai appelé d'un payphone un de mes amis, puis elle a dit « Hey, est-ce que tu sais, il y a un agent de littérature qui te cherche partout à New York. » Et je dis « Mais donne-moi son numéro. » Puis donc j'ai l'appelé, puis il a dit « J'ai lu ton livre, où est-ce que tu es? » Et j'ai dit « Mais je suis à Washington Square Park. » Il a dit « Bouge pas. » Puis il est venu, puis je me suis signée avec lui. Mais vous dites que c'est une longue histoire, mais elle valait vraiment la peine d'être racontée, je trouve. Parce qu'on se croirait dans un conte, justement, où les choses s'emboîtent, comme s'il y avait une main divine un peu qui contrôlait tout ça. Donc, cette impulsion de carrément prendre les sacs et d'embarquer dans un autobus pour aller livrer le manuscrit, ça prend effectivement une conviction très forte. Ça, ouais. Mais conviction qui vous habite, on l'a compris tout à l'heure, depuis l'enfance. Oui, c'était un peu comme, je disais toujours, c'était comme l'histoire de Kermit the Frog, qui était comme, on va aller à Hollywood. J'étais avec ma fille, on va aller à New York puis vendre 7 livres. En tout cas, quand on connaît la suite, on se dit que c'était un très bon move en bon français. Donc, on vous est reconnaissante d'avoir pris cet autobus. Je ne sais pas s'il y a une autre longue histoire que vous voudriez nous raconter comme ça, mais il nous reste 7 minutes. Mais moi, j'en prendrai une autre, si jamais il y en a une qui vous vient, une anecdote. Mais pour vous dire, donc, dans le public, si jamais là, les questions s'accumulent depuis le début, que vous en avez noté quelques-unes, ça sera bientôt votre tour. Il y aura quelqu'un qui va circuler avec un micro dans la salle. Donc, moi, je vais accorder l'ordre pour la prise de parole, mais donc, on aura un bon 15 minutes à vous laisser pour tout ce qui pourrait vous traverser la tête comme questionnement. Donc, autrement, j'essaie de voir, il y a peut-être le féminisme duquel on n'a pas beaucoup parlé. Le mot, vous l'avez employé à une ou deux reprises, entre autres avec cette note que votre conjoint disait, mais pourquoi tu veux écrire un essai sur l'adultère et le féminisme? Mais on le sent dans vos livres. Donc, que les personnages, qui sont souvent des personnages féminins, très forts, qui, envers et contre tous, vont avancer dans la vie, portés par une très forte conviction, un peu à l'image de celle qui vous habite par rapport à l'écriture. Et ces personnages-là sont très inspirants, mais ils portent un regard quand même aussi dur sur le monde dans lequel on vit, dans le sens où on voit toute l'aversité qui s'opposent aux femmes dans leur parcours, beaucoup d'en perdre la tête. On le sent, évidemment, là, on est téléporté dans une autre époque où, pour les femmes, c'était substantiellement différent, mais on est encore capable de transposer ça dans la réalité d'aujourd'hui, puis de se dire, oui, on a gagné quelques luttes, mais il en reste encore beaucoup à mener. Est-ce que vous êtes, je dirais, optimiste par rapport à la condition des femmes? Parce que les conditions dans lesquelles vivent vos personnages sont pas toujours évidentes, mais si on parle du monde dans lequel on vit, dans lequel on se trouve en ce moment, est-ce que vous êtes encouragés par ce que vous voyez se développer autour de vous? Oui. En fait, tellement de choses ont même changé quand j'étais 20 ans. C'est un autre monde. C'est comme, même j'étais en train de parler avec Charlotte Cardin, parce qu'elle habite dans le même quartier que moi, puis là, elle disait qu'elle voyait pas vraiment c'était quoi le point de MeToo puis le cancel culture, et je disais, mais c'est parce que ça marché, tabarnak! Vous voyez, comme,
Elle est comme 27 ans, puis elle est tellement... Elle est belle, puis talentueuse. Et quand j'étais jeune, à 20 ans, elle serait tellement de harcèlement sexuel. Et si c'est une jeune fille comme ça, qui peut dire qu'elle ne voit pas le point, c'est parce que ça a vraiment changé le monde dans le milieu artistique. Et en fait, là, je suis... donc, dans Perdre la tête, je suis très intéressée par le fait que le pouvoir des jeunes filles, quand ils se rassemblent, que c'est envoyé dans le MeToo, ça a vraiment comme topplé des gens avec des gars avec beaucoup de pouvoir qui ont tombé. Puis maintenant, on voit en Iran, c'est les jeunes filles qui sont vraiment en train de créer une révolution là-bas. Donc, je suis très intéressée par ça. Par la solidarité, finalement, Oui, entre exactement, femmes qui permet le changement. Ouais. Puis l'amitié est très importante dans vos livres en général, mais encore une fois, plus pour celle-là. Puis c'est le pouvoir de l'amitié, finalement. Mais aussi ses travers, parce qu'on s'entend, c'est une amitié perverse un peu là, dans le livre, mais qui est réaliste parce qu'on a tendance à aduler un peu l'amitié, à en faire une valeur absolue. Ah, c'est toujours merveilleux, l'amitié, alors que l'amour, c'est un paquet de troubles, mais l'amitié, ça peut être compliqué aussi, puis ça, vous l'illustrez bien. Hein. Oui, puis c'est en fait de dire que les filles et les femmes sont tous passifs et gentils et ont des sentiments doux, puis sont plus gentils que les hommes, ça ne fasse rien, ça enfantilise les femmes. Oui. Ça peut être, on est méchante aussi, on est comme horrifique, quoi. On a tous, mais c'est actif, il faut... c'est juste des traits qu'on donne à des personnes qui n'ont pas de pouvoir. Ça n'a rien avec actuellement être une femme. Quand les gens décrivent des femmes, ils sont juste en train de décrire des gens qui n'ont pas de pouvoir. Est-ce que vous avez l'impression que dans votre rôle d'écrivaine, vous en avez un pouvoir de changer les choses, justement de participer à ces mouvements-là sociaux par vos livres, par votre plume, par des activités comme celle-ci ce soir où vous prenez la parole? Est-ce que vous sentez que vous avez du pouvoir parce que vous aviez dit que quand vous étiez petite, c'est le fait que le pouvoir vous échappait qui vous a donné envie d'écrire. Maintenant que vous écrivez, sentez-vous qu'un certain pouvoir est à votre portée? Oui, je pense que oui, et c'est aussi d'avoir... c'est comme des role models pour les jeunes filles. Quand tu vois des femmes qui ont des succès, c'est pas à cause de leur mari ou quoi. C'est toujours... on donne... la vie qu'on vit, c'est en fait une façon de donner des plus grands et ouvrir des portes pour les filles qui sont plus jeunes que nous, je trouve. Oui, absolument. Donc, en ça, ben, vous êtes clairement un exemple de par votre, j'allais dire, votre témérité de prendre des autobus pour aller livrer des manuscrits à New York. Ça l'a fait s'ouvrir des portes et c'est un très bon exemple pour qui aujourd'hui, ben, homme ou femme, aurait envie de faire entendre sa voix, de s'essayer, de se risquer, de dire, ben, je crois que j'ai quelque chose à dire et je dois oser finalement. Ça, c'est des exemples qui sont importants puis qui vont encourager certaines personnes à découvrir leur propre chemin. Donc, sur ce, ben, je passerai donc la parole à notre public. Si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas se gêner. Donc, ça peut être pour revenir sur des sujets qu'on a abordés, mais vous pouvez aussi explorer tout autre sujet qui vous intéresserait par rapport au livre d'Heather, aux histoires qu'elle nous raconte, à son parcours. Oui, j'ai une question à l'avant. Donc, juste avant, on va peut-être y aller pour une liste de petites consignes pour être certain de donner la chance à tout le monde, entre autres. Merci. Donc, oui, les petites consignes très simples. Donc, je vais circuler dans la salle pour vous présenter le micro. Donc, il est important de parler dans le micro parce que l'entretien fait l'objet d'un enregistrement. Nous vous demandons de faire des interventions brèves et en lien avec le sujet. Nous vous remercions à l'avance pour le respect et la bienveillance de vos propos. Donc, merci. Donc, on aura une première question à l'avant. Donc, la dame avec le chandail vert, si vous voulez, vous pouvez vous lever. Bonjour.
Bonjour. Quelle est la discipline pour écrire des livres? Est-ce que vous écrivez à tous les jours ou bien c'est des périodes où vous êtes plus inspiré? Écrivez-vous plusieurs livres en même temps? En fait, oui, j'écris tous les jours. J'attends pas aux inspirations. Je trouve que des jours, je me sens comme je suis très inspirée et d'autres, je me sens que c'est tellement difficile d'écrire puis tout que j'écris ne marche pas. Mais quand je relis mes textes, les jours où je me sentais inspirée puis les jours où je sentais que c'était dur, il y a pas de rapport. Donc, c'est juste une illusion. Des fois. Donc, j'écris toutes les journées, mais ça devient, c'est un peu comme un muscle. Quand j'ai commencé, c'était impossible d'écrire comme pendant des heures. Mais comme toute autre affaire, maintenant, c'est tellement facile. Je m'assois, puis j'écris pour 5 ou 6 heures, puis ça passe comme rien. Et je travaille sur un roman, puis normalement, je travaille pour 3 mois, puis je fais un draft, puis je l'envoie à mon éditrice. Puis elle prend 3 mois à le lire, puis je demande toujours, tu peux pas te dépêcher un petit peu, mais elle peut pas. Donc, je l'accepte. Ça prend 3 mois pour qu'elle le relise, puis donne des notes. Et pendant ces 3 mois, j'écris sur un autre livre. Donc, normalement, c'est comme j'écris sur 2 romans à la même fois. Merci pour cette belle question. Est-ce qu'il y en aurait une autre? Oui, juste ici à l'avant. Donc là, comme on a une disposition en cercle, il faut littéralement faire le tour. Bonjour. Bonjour. Laissez-moi dire brièvement que j'ai lu tous vos livres en anglais, j'ai complètement adoré. Je voulais savoir au niveau écriture puis aussi au niveau édition, c'est quoi la différence entre écrire des nouvelles et vraiment écrire des romans complets? Est-ce que c'est mieux reçu par l'éditeur? Est-ce que c'est un processus différent? Je suis très curieux de vous entendre là-dessus. La différence entre les nouvelles et les romans? Moi, je compare à si tu fais comme un petit voyage, puis tu as ton valise. Puis si c'est une nouvelle, c'est un court voyage, c'est juste pour, comment on dit ça, carry on. Les nouvelles sont comme des carry-on, tu mets juste ce que tu en as besoin. Mais quand tu écris un roman, c'est comme si tu voyages d'un pays à l'autre, puis tu as tous des trunks qui sont pleins de toutes des histoires, n'importe quoi. J'amène comme des photos, j'amène des romans, j'amène des vaisselles, puis tout ça, puis toute l'histoire de ton pays est dans ces trunks. On dit ça, les trunks, c'est quoi? Ouais, c'est des grosses valises. Là. Je ne sais pas si on a un mot spécifique. Des coffres? Oui, des malles, oui. Des malles? Oui, OK, oui, oui. dans un malle. Donc, c'est comme, dans un roman, tu peux comme prendre des digressions, des affaires comme ça, ou parler des chats ou des enfants, ou tu s'enfuis dans un ruelle, puis le décrire. Mais dans une nouvelle, on ne peut pas faire ça. C'est juste plus comme, c'est une petite histoire où tout est relevante. Du côté francophone, souvent la nouvelle est moins bien reçue. C'est un genre qui est moins pratiqué en français, qui est moins édité, moins publié. Beaucoup d'éditeurs vont dire tu ne serais pas capable de faire des liens entre toutes les nouvelles pour nous transformer ça en roman, ça va mieux se vendre. Donc, du côté anglophone, la tradition est différente. Non, c'est la même chose. Ah oui, c'est le même problème. C'est que le monde. C'est le roman. J'ai lu un critique, je pense que c'était James Wood en New York, qui disait que le roman est un bête qui mange toutes les autres formes de littérature. Puis c'est ça, les éditeurs. Si tu as comme un nouveau écrivain, puis tu as un manuscrit. Un manuscrit de nouvelles, c'est très difficile de le faire publier parce que le monde n'achète pas les nouvelles au même
Non, c'est ça, ils sont moins friands des Exactement. nouvelles. Ce qui est dommage d'un point de vue très personnel parce que c'est juste autre chose, comme vous l'avez très bien décrit avec votre métaphore des valises. Ouais. C'est deux mondes qui nous permettent d'aborder les histoires différemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait... oui, derrière, merci. Allô? Allô? En fait, moi, je me demandais, je sais que vous lisez beaucoup. D'ailleurs, il y avait le dossier dans Lettres québécoises. Je pense que vous disiez que vous lisiez plusieurs livres par semaine. Ça fait un bout de temps dans Lettres québécoises, vous aviez fait un dossier. Là, vous aviez fait l'objet d'un dossier. Donc, en fait, je me demandais, c'était quoi votre relation par rapport à vos lectures et à l'écriture? Est-ce qu'il faut que vous vous écartiez de certains romans quand vous écrivez un livre pour ne pas vous laisser influencer? Est-ce que ça se parle ou, disons, vous allez aller plus vers certains romans pour, justement, aller chercher des éléments pour votre écriture? Je sais pas, parce que je lis beaucoup, comme je disais, mais je lis un peu partout, donc je pense que juste le fait de lire, ça rafraîchit la cerveau d'une façon. C'est comme, les gens disent, qu'est-ce que tu fais comme ta writer's block? Et je dis, mais je lis. Puis ça, il y a quelque chose dans la littérature, c'est comme faire des exercices avec ta tête. Et après avoir lu un roman, vous notez, même si tu n'es pas écrivaine, que tu n'as plus d'idées dans la tête, tu n'as plus la facilité de penser à des choses. Donc, je trouve que quand j'arrête puis je lis un roman, ça juste me donne tellement des autres regards sur le monde. C'est très stimulant. Exactement. Donc, c'est tout l'inverse de ces écrivains qui disent « Ah non, moi, quand je suis en écriture, je dois mettre la lecture de côté parce que ça me distrait. » Donc, là, vous, c'est l'inverse, finalement. Oui, puis si c'est un bon roman, je suis jalouse, puis j'ai hâte de le finir pour que je puisse écrire quelque chose plus bon que si c'est possible. Bon, la jalousie comme moteur de création, ça pourrait être le sujet d'une prochaine rencontre. D'autres questions? Il nous reste encore quelques minutes si vous voulez vous lancer. Toujours ce moment où on hésite. Il n'y a pas de bonne, pas de mauvaise. Oh, à l'avant. Merci. Merci beaucoup, Heather, et merci, Mélissa, pour tes questions. C'était vraiment une discussion fascinante. La double appartenance, c'est très fascinant. Puis moi, j'avais une question. Heather, vous avez mentionné Marguerite Duras de façon en passant quand tu parlais de tes influences. Mais Marguerite Duras a attendu la mort de sa mère pour écrire des choses plus difficiles de sa vie. Et toi, dès le départ, vous avez abordé ta relation avec votre père et des choses comme ça dès le début. Pourquoi? Et est-ce qu'il y a des sujets que tu attendrais plus tard pour peut-être explorer en détail? Est-ce que c'est important de parler de ces choses-là tout de suite ou plus près du moment? Je pense que, en fait, j'avais comme... quand je parlais à des autres écrivains, ils disaient toujours ça, qu'ils étaient comme très nerveuses de ce que leurs parents disaient par rapport à leurs livres, mais mon père ne lira jamais mes romans. Il n'a pas lu un roman dans son vie. Ça, c'est comme... C'est dans un monde complètement différent, mais je pense qu'en fait, après que ma mère m'a quittée quand j'étais 7 ans, je l'ai vue comme 3 ou 4 fois depuis ça. Donc, pour moi, en fait, ma mère, c'est comme si elle est morte. Elle n'a jamais... eu aucun intérêt dans ma vie ou ce que je pensais. Donc, quand j'écris d'elle, c'est un peu comme s'il est mort, ou un personnage fantastique. C'est pour ça, toutes les mères dans mes livres se meurent, puis sont absentes, quoi. Mais mon père, depuis qu'il est mort, je trouve, j'écris des sujets sur lui qui sont plus honnêtes. Ouais, ça vous donne...
Ouais, c'est un peu la liberté. J'ai lu dans un roman l'autre journée qui disait Sometimes the death of someone can be the parole for someone else. C'est comme si tu es libéré d'une sorte de prison. Tu peux parler honnêtement, ouais, parce que les parents, ça, des fois, ils nous attrapent dans une sorte de prison. Très bonne question. Julia, seriez-vous animatrice de radio par hasard? Y en a-t-il une autre bonne comme ça? Là, vous avez mis la barre haute, mademoiselle. Non, c'est ça, il faut. Une petite dernière pour la route, là. On va pas se laisser sur la mort comme sujet quand même, là. Bien, j'en profiterai en tout cas pour vous dire une chose. Demain, sur cette même scène, il y aura un autre entretien avec une jeune autrice, Fatima Das, qui est algérienne d'origine, donc établie en France, et on a l'honneur de la recevoir dans le cadre du festival Québec en toutes lettres. Et je serai donc avec elle à nouveau sur la scène demain pour l'interviewer. Alors, si jamais vous avez envie de revivre une expérience comme celle de ce soir, eh bien, soyez les bienvenus. Sachez qu'on vous attend en grand nombre. Je vais aussi mentionner une autre petite chose. Après l'entretien, donc dans quelques minutes, Heather a gentiment accepté de s'attabler, donc à l'arrière ici, pour signer des exemplaires de ses livres, si jamais vous avez envie de discuter un peu avec elle et de faire signer un de ses romans, ne vous gênez pas. Et j'ai cru comprendre qu'il y a un espace librairie où on peut se les procurer. Voilà, donc tout ça, ça se déroule à l'arrière si ça vous intéresse. Mais avant de vous laisser filer, on aurait une dernière question à l'avant. C'est merveilleux. Est-ce qu'il y en a? OK. Elle va quitter la salle, elle va demander n'importe quoi. Non, moi, j'ai lu ton premier livre au cégep, and then I've been reading all of them. Mais la question, pour moi, c'est tantôt, tu disais, quand tu écrivais tes livres, tu avais comme des chapitres dans plein de notebooks. T'écris-tu à la main ou comment, des post-its, you write in notebooks, des petites notes, est-ce que c'est à l'ordinateur ou c'est vraiment encore tactile? J'écris toujours à la main. En fait, j'ai commencé d'écrire comme ça parce que j'avais un bébé puis j'avais des boulots qui étaient minimum wage ou quoi. Donc, j'avais dû écrire dans juste les moments où j'avais comme un lunch break ou quelque chose. Donc, j'avais toujours mon cahier. Mais pour moi, je suis en amour avec l'acte d'écrire. Je le trouve tellement beau, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la façon aussi, dans ce livre Sadie, quand elle décrive écrire, c'est toujours une sorte de magique. C'est un peu le graphomania, on peut dire ça. J'adore écrire. La façon, c'est comme méditatif, puis je trouve toujours belle la façon que j'ai mes pensées et là, ils arrivent sur la page. Je sais que c'est une affaire normale, mais pour moi, c'est comme toujours comme « wow, c'est beau! » Bien, je pense que le fait de s'extasier devant ça, cette forme de magie, bien, ça paraît justement dans les livres, le réalisme magique qui teinte les histoires d'Heather O'Neill tient probablement en partie à cette fascination pour le geste même, puis le fait de s'émerveiller comme une enfant devant quelque chose qui, oui, est simple et normal et très commun, mais en même temps, c'est vrai que c'est magique là, qu'il se passe quelque chose ici, puis qu'une seconde plus tard, ça se retrouve sur le papier. C'est beaucoup plus positif que la mort, je trouve. Donc, ça ferait une très belle dernière question. Vraiment, merci pour toutes ces questions super intéressantes et pour les réponses qui l'étaient, évidemment, tout autant. Merci pour votre générosité. Vraiment, je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Je crois qu'on n'est pas loin du standing ovation, là. Donc, vraiment, on était très contents à Québec en toutes lettres, mais à Québec en général aussi de vous accueillir. Heather, sachez que vous êtes toujours la bienvenue. On espère vous revoir très bientôt. Et vous, dans le public, ben peut-être qu'on se reverra demain. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée.